On en revient donc à ton livre, Romain, donc La Mano Negra, donc tu as parlé tout à l'heure. Est-ce que quelqu'un veut lancer une question ou j'y vais? Tu avais pas mal de choses, toi, Ouais, Alex. on n'avait pas encore parlé des pairs un petit peu du rôle d'agent, avec notamment Juan Figuer en l'Uruguayen. Et puis Sitter Spiller aussi, le premier agent de Maradona. Du coup, je voulais avoir un petit peu ton avis sur ces deux personnages et sur l'impact qu'ils ont eu sur le monde du football en général. Je pense que ce sont les deux personnages les plus importants de l'économie footballistique et de tous les business liés au football. Parce que Juan Figuer, c'est lui qui a tout inventé. Il a tout inventé comment faire le business autour du football. Je veux dire, pour donner un exemple, à un moment donné, Figuer, c'est un agent uruguayen qui est historiquement un champion d'échecs. Il a vraiment été champion d'échecs en Uruguay, qui vendait des t-shirts ambulants dans les rues de Montevideo. À un moment donné, il a été actionnaire minoritaire de l'Inter Milan. Il contrôlait les entrées et les sorties. Il refusait de se faire payer en commission, mais il se faisait payer par l'organisation d'un match amical qu'il choisissait avec l'équipe de son choix, puisqu'il avait l'exploitation des matchs amicaux des plus grands clubs du monde. Il amenait les télés qu'il voulait et il gérait les droits d'image des plus grandes stars. Mais c'est échec et mat. Ouais. Le mec, il avait tout. Donc, c'est tout lui qui invente ce système-là avec d'autres systèmes, la triangulation et la TPO. Je ne vais pas détailler là, c'est dans le livre. Et après, Jorge Sitter-Spiller, premier agent de Maradona, lui, c'était les droits d'image, surtout. C'est un précurseur, donc, c'est ça. Les deux, d'ailleurs, étaient copains. Les deux, d'ailleurs, ont fait un peu le deal de Maradona à Naples. Et forcément, c'est eux les pères, parce qu'après, les avis et tout le reste, ils sont basés sur le travail de ces deux mecs-là. Donc, leur héritage est colossal et personne ne pourra jamais leur enlever. Et leur rôle actuel, d'ailleurs, je voulais savoir si non, mais je parle de Juan Figuer, parce que Juan Figuer est toujours en vie. Et d'ailleurs, j'ai essayé de faire 2-3 recherches sur lui, et en tapant son nom sur Internet, sa page Wikipédia, il n'y a pas de photo, il doit y avoir même pas 10 lignes. Il est évoqué dans tout un tas de deals, mais on n'a aucune information dessus, c'est assez fou. Du coup, je voulais savoir est-ce qu'il a encore un rôle aujourd'hui dans certains transferts actuels sur le monde du football? Ouais. Alors il y a son fils qui a repris, Marcel, avec sa fille. Après, Juan, il est usé. Hein. Il a soit 84, soit 88 ans, parce que pareil de date de naissance. Il gère aussi un club de D2 turc. Je sais pas pourquoi. Il gère un club plus ou moins au Portugal, Portimonense, un club de D1. Il a beaucoup d'activités d'organisation de matchs et de camps d'entraînement, notamment entre la Chine et l'Amérique du Sud. Alors, même si c'est pas le Figuer d'avant, il garde encore des joueurs avec son fils. Il a encore une influence, notamment à Sao Paulo. Non, et attention, c'est toujours un mec influent dans le game, notamment par son fils et l'organisation de matchs. On voit qu'en fait, il y a une certaine hérédité dans les pouvoirs, et c'est pas très étonnant. T'avais une question, Jimmy, toi, éventuellement? Non, moi, sinon, j'en ai sur le. Dans les chapitres du livre, c'est quelque chose qu'on peut remarquer. Il y a des titres comme par exemple La loi du silence, Les morts sans indication, Au bout d'une corde. Est-ce que le football du haut niveau, pour toi, passe forcément par ces circuits un petit peu vicieux, ou est-ce que tu penses que, si on peut dire, il peut encore subsister une forme de propreté dans le monde game, du football? Ouais. Est-ce que tu penses que pour toi, vraiment, c'est trop mort? Je ne sais pas si l'être humain est capable d'être propre, parce qu'il a tendance à saloper tout ce qui bouge autour de lui. Maintenant, dans le foot, il y a des clubs plus ou moins propres, il y a des gens bien. Mais c'est vrai que dans les très grandes sphères, des fois, tu as des deals. Bon, pour donner un exemple, même à petit niveau, hein, tu prends un Marbella, le club de Détroit espagnol, les anciens propriétaires se sont fait arrêter, ils ont fait une déchéance chez le propriétaire, il y avait 40 fusils d'assaut accrochés à son mur. Tu vois, en D2 portugaise, il y a Interpol qui a fait une descente il y a 2 ans, ils ont arrêté tout le monde, c'était une mafia aussi. Donc, quand on regarde un peu, ça fait flipper. Tu prends même l'ancien mécène du Beitar Jérusalem, Gouma Aguiar, il a disparu en mer. Hein. D'accord. Parce que d'un premier abord, on peut s'attendre, sans avoir lu le livre, à ce que en fait, ces phénomènes touchent avant tout les très grands clubs européens. On parle de Chelsea, on parle de Manchester City dans le livre et d'autres grands clubs. Mais au final, c'est très étonnant quand même de voir, enfin, je ne sais pas si tu vas considérer ça comme étonnant, que ces pratiques se trouvent aussi dans des clubs à plus petite échelle. Est-ce que c'est des clubs relais? Je ne sais pas. Est-ce que c'est des clubs qui sont affiliés à d'autres plus grands clubs? C'est discret. Ouais. C'est discret. Tout le monde s'en fout. Ce qui se fasse en Lettonie, en Lituanie, tout le monde s'en tape. Ouais. Personne ne dit rien. Mais même tu prends dans le championnat de France, laisse-moi te dire qu'il y a des clubs, si on regarde un peu les comptes, on va dire, oulala, mais il n'y a pas un braquage là? Oui, il y a braquage. Tu parlerais pas de ta dernière vidéo sur l'Olympique de Marseille, par exemple? Oh non, non, il y a bien pire. Ça, c'est des rigolos, c'est des joueurs de Bonneto. Ah, ok. Mais bientôt, on va aller dans un club qui commence en A. Il y a un club en France, il est folklorique.
qui commence par A. Puis il y a un autre club où tu te dis attends, mais là, ils se foutraient pas de la gueule du monde. Alors je le dis sans aucun problème parce que les mecs de ce club-là me fichent. Donc les mecs écoutent tout ce que je dis. Tout. Parce qu'ils sont terrorisés. Alors je me dis, j'ai mis un tweet, ils sont terrorisés, alors imagine ce que ça veut dire. Ouais. Mais justement, c'est discret, tout le monde sent. Tu parlais pas j'ai cru voir ça il y a pas très longtemps, justement, d'une personnalité, c'est peut-être dans ce cadre-là, que tu pourrais éventuellement, entre guillemets, faire tomber, mais que tu attendais suffisamment d'informations pour sortir l'info, ça concerne ça? Non. C'est un autre débat. Je suis avec des mecs, un gros média étranger sur le sujet, on travaille depuis un moment. Tu peux pas faire confiance à personne, et j'ai peur aujourd'hui, j'ai déjà alerté des autorités compétentes que je juge compétentes, mais en tout cas, il y a toujours rien qui se passe. Ouais, c'est assez flippant. Assez flippant, mais on ira au bout. On ira au bout. Mais par contre, là, c'est le dossier le plus dangereux dans lequel je me suis mis. C'est tout à ton honneur, en tout cas, parce que déjà, je me doute, vu tout ce que tu nous dis depuis tout à l'heure en termes de traitement d'infos, je me doute, je sais pas comment tu fais pour dormir la nuit, mais du coup, c'est monumental comme travail. Ça va, je suis pas le justicier masqué non plus. Ce que je dis, c'est pas. Je veux dire, ça va, ça reste relax. Non, mais ça reste quand même assez novateur dans le domaine parce que, moi, j'ai pas trace en France, en tout cas, d'avoir trouvé un journaliste qui fait de l'investigation de l'investigation, le travail que tu proposes, en tout cas. En France, je suis tout seul. Ouais, mais voilà, à l'étranger, je m'incline devant plein de personnes. Mais on va rester mesuré, tu vois. J'ai pas non plus changé le cours des choses. J'ai un impact, je suis un petit grain de sable. Oui, je fais chier du monde un petit peu. Mais ça va, ça reste relax. Par contre, l'affaire dont je te parle de pédophilie, oui, là, c'est autre chose. Oui. Là, mais je suis pas tout seul, tu vois. Ouais. Parce qu'en France, déjà, je pense que c'est insortable. Les gens vont se chier dessus. Donc, et moi, c'est pas moi qui vais faire quelque chose, c'est les autorités compétentes. Évidemment, ouais. Maintenant, moi, le problème, c'est si j'en parle à d'autres personnes au niveau de justice, je pense que ça peut être dangereux pour moi si je m'assure pas que le mec, il est pas corrompu. Et ça, c'est un vrai problème en France. Parce qu'on n'est pas, souvent on donne des leçons à l'étranger, mais moi je peux te dire qu'on est dans un pays qui est putain de corrompu comme pas possible, et qu'à mon maigre niveau journalistique je le vois. Et quand je parle à des gens, mais c'est... Ouais, c'est flippant, ouais, je me doute. Vous avez une question, les gars, peut-être pour revenir sur le contenu? Moi j'avais une question, c'était de savoir si tu comptais faire un deuxième opus de ce livre, parce que je me doute qu'il y a d'autres histoires intéressantes. Ouais. Alors, ça c'est le hors-d'œuvre, c'est l'entrée. Si vous pensez avoir tout vu sur la Mano Negra, vous allez découvrir Football Most Wanted Men, pas tout de suite, mais là, tu vois les fiches du FBI, là, les mecs, les 10 hommes les plus recherchés du monde. Ouais. On va faire ça, mais dans le foot. Donc non, là on va y aller. Là, on va parler notamment des parrains de la mafia. Attention, là, on va pas plaisanter. Mais justement, tu parles de mafia. Moi, il y a quelque chose, on va dire, tout ce dont tu parles dans ton livre, moi, en tout cas, et je pense comme bon nombre de Français, je n'avais pas connaissance avant. Par contre, on a eu vent au cours de ces dernières années de toutes ces histoires de clubs italiens un peu mafieux, et on n'en parle pas, enfin, on le voit pas dans ton livre. Est-ce que c'est un sujet qui t'intéresse aussi d'un pays comme l'Italie? Donc ça fait aussi partie de la culture populaire, mais qui est assez renommé pour sa mafia, de voir un peu le lien entre pas mal de clubs, que ce soit même dans les divisions inférieures, et de toutes ces affaires qui ont moins d'ampleur, certes, mais qui touchent aussi forcément le côté sportif. Bien sûr, mais après, je ne parle pas italien. Donc c'est plus compliqué pour moi, même si j'ai des aïeux italiens. Après, la Grèce, c'est pas mal. Grèce et C'est Chypre. Grèce et Chypre. Il y a le Pana, je crois, qui a des grands problèmes. Enfin, je sais plus, ça me dit quelque chose. Olympiakos, propre l'Olympiakos. Ah, l'Olympiakos aussi. Ouais, tu me diras. Pourquoi pas l'Olympiakos? Parce que le Panathinaikos, il en parle. Il y avait Jourab Chance qui était sur le deal, il me semble. C'est le Thaïlandais qui est en train de récupérer ça. Peroj Piempong Centre, le mec de Pilizavi à Mokron, qui va maintenant récupérer le Pana. Oui. Il va nommer Avram Grant en théorie. Oui. Il passé par Portsmouth, West Ham, Chelsea. Des petits cercles. Oh, ils font gratter tout le monde, quoi. Ouais. D'accord. Je voulais juste revenir un peu sur un point que tu as évoqué tout à l'heure, Romain, c'était sur la loi des TPO. Qui date de pas si longtemps. Je voulais savoir si c'était sur les tierces propriétés des joueurs. Et je voulais savoir si vraiment ça avait effrayé les agents ou pas du tout. Ils ont trouvé directement une magouille supplémentaire pour pallier à cette loi. Non, mais il y en a qui le font encore sans problème. Ah ouais, en Amérique du Sud, il y en a, puis alors ils se cachent pas. Maintenant, entre guillemets, donc je rappelle, la TPO, c'est un tiers, admettons, moi je deviens riche, ou Radio Pulsar devient très riche, et donc ils se disent, tiens,
il y a un joueur qui vaut 1 million, vous allez voir le club, vous dites ouais, je rachète 50% de ses droits avec 500 000 euros. Ouais. Ensuite, à revendre, vous avez le pourcentage qui vous revient. Aujourd'hui, c'est banni cette pratique, mais maintenant, les mecs passent directement dans les clubs. C'est-à-dire, soit ils ont un intérêt direct dans les clubs, soit à la revente, ils vont récupérer le pourcentage et vont transférer les droits. C'est surtout sur One Figure que j'avais Figure, besoin d'infos parce que en fait, par tes propres moyens, tu peux pas en avoir. Mais c'est vrai que sur la fin là, donc on aimait donc c'est le nom de Pieng Bong San, encore un nom compliqué. Et c'est vrai que c'est sur la fin du livre qu'on découvre ce personnage et apparemment donc, c'est censé devenir un futur ogre, même si ça l'est déjà. Mais il a fait son business dans quoi, Pieng Bong San? Parce que j'ai pas trouvé. Alors, il y a la version officielle et il y a la version officieuse, tu sais, comme à chaque fois. Lui, c'est un commercial de génie à tous les niveaux. Il était un peu au début dans les produits d'agriculture, de chantier. Il a un peu tout fait dans sa vie. Mais en fait, c'est un mec qui est très rapidement, c'est un Thaïlandais qui a rapidement travaillé avec le Moyen-Orient dans les années 80. Et ensuite, il est devenu politicien et notamment un lobbyiste politique. Et en même temps, c'est quelqu'un, on va dire, qui est capable de ramener beaucoup de sponsors, tu vois. Par exemple, en fait, c'est lui qui aurait dû avoir l'exploitation des droits d'image de Neymar en Asie. En fait, il devait être propriétaire. Bon, finalement, ça n'a pas été le cas. Et en fait, il avait déjà réglé avec divers sponsors asiatiques d'envergure. Donc, en fait, si tu veux, Perrant, qui est propriétaire actuel de Moucron en D1 belge, c'est un peu l'entremetteur ultime. C'est lui qui a fait racheter Manchester City, Reading, Sheffield Wednesday. Donc, en fait, c'est un mec qu'on voit pas, avec son fils également, Pete. Mais c'est un mec essentiel aujourd'hui au fonctionnement du football mondial. Ok. Moi, j'avais une dernière question, peut-être qu'on conclura là-dessus. Dans les projets donc, que tu souhaites mener par la suite, il y a notamment la présence d'un projet Magma. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus ou Oui, écoute, j'ai dans l'idée de faire un groupe de recherche et d'études plus pédagogique pour les gens, d'apprendre quelque chose à travers le foot, tout en vraiment traitant comme un objet un peu de science. Et donc, en fait, oui, j'ai ce projet de faire ça. Ce sera une plateforme qui répond sur tous les supports et qui sera notamment productrice d'une émission, mon émission que je crée depuis un moment, inspirée des dessous des cartes, mais par le foot. Donc, écoute, on est dessus, mais une amie à moi qui était sur le projet, qui est un peu chef de projet, bon, elle avait eu quelques soucis. Moi, j'ai beaucoup de choses à faire, donc on a un peu mis en stand-by, mais on va sortir ça de terre. Et je peux te dire un truc, c'est un concept qui n'existe pas en langue française. Et on va essayer d'y soigner aux petits oignons et plus l'émission en question qui devrait, par contre, l'émission risque d'apparaître avant Magma. Parce qu'on travaille dessus activement, notamment sur le football tunisien. C'est super. C'est vachement intéressant. Compte sur nous, en tout cas, Romain, pour suivre ça de près. Puisque comme on a été beaucoup à lire ton livre dans l'équipe, on est beaucoup à suivre aussi par la même occasion ce que tu nous proposes. Eh bien, écoute, ce qu'on va faire, c'est qu'on va te laisser, Romain, puisque nous on rend l'antenne dans maintenant très peu de temps. En te remerciant en tout cas énormément d'avoir accepté notre invitation pour parler de ce livre, donc La Mano Negra, sorti il y a à peu près un mois aux éditions Hugo Doc, voilà. J'avais perdu, j'allais dire Denis Robert, celui qui a fait la préface, n'importe quoi. Merci à toi en tout cas, Romain. On proposera un podcast audio et vidéo de cette émission exceptionnelle avec toi, donc sur Facebook, Twitter et les réseaux sociaux en général. Alexandre, tu avais un mot? Ouais, j'avais une petite dernière question. Je vais travailler au sein du Tour FC l'année prochaine et apparemment tu aurais des infos sur le Tour FC. Alors, est-ce que tu peux me faire peur sur le Tour FC, sur l'organisation? Est-ce que je risque ma vie comme toi tu la risques? Le Tour FC, tu risques de rire un moment. J'ai su. Mais du coup, ouais, t'as des informations. C'est un peu le cirque Pinder. Hein. Écoute, j'ai quelques amis à Tours, si tu veux. Au moins, tu passeras un bon moment en ville. Ouais. D'accord. Bon, bah, nickel. C'est parfait sur le CV, alors. Ouais, nickel, exactement. En tout cas, sauf si quelqu'un a un mot de la fin aussi, on te remercie encore beaucoup, Romain, une dernière fois d'être venu avec nous. Et puis, c'est normal. Et puis, à très bientôt, peut-être, pourquoi pas, pour de nouvelles aventures. Au plaisir et merci encore pour l'invitation à tous. Merci beaucoup, Romain. Ciao. Au revoir. Ciao.